les mecs, ils génèrent des articles, ils font des liens en plus vers d'autres gens, et donc ça pousse l'idée du contenu qui est pas forcément vrai. Tu peux vite arriver à un maximum de je sais pas, on va dire des milliers d'euros peut-être, rien que pour la data mensuelle sur des gros sites. Et du coup, tous ceux qui s'étaient engouffrés un petit peu dans la faille, en fait, sont un petit peu dégoûtés parce que tous leurs sites sont d'armes. Une discipline aquaponais au Géo 2024. Bon. Tac, c'est parti. Yes. Eh ben, c'est parti pour cette première édition de Vidéocast. Un test aussi pour nous, pour voir un petit peu la pertinence de vos propos, les gars, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Hein, on est d'accord ? Le sujet du jour, on va attaquer dans le dur, hein, parce qu'évidemment, c'est le sujet qui existe depuis, je pense, 10 ans. Ça va faire 15 ans que je suis dans l'acquisition et dans le SEO. Et toujours le même sujet chaque année, c'est est-ce que le SEO est mort ? Donc, putaclic, réalité, mouvement, peur, etc. Donc, écoute, on va débattre un peu là-dessus et voir un petit peu vos ressentis. Vous, de côté, vous êtes plus à l'opérationnel que moi. Moi, je vais commencer par vous faire un petit feedback de mon côté. Alors, pour rappel, donc le Pole Search regroupe le SEO et le SEA. À l'opérationnel, je suis plutôt côté SEA. On va dire à 90% de mon opérationnel est vraiment axé sur Google Ads essentiellement. Donc, du coup, moi, mon premier retour sera plutôt aspect comment on va créer un petit peu l'info qu'on a entre Google Ads et le SEO aujourd'hui, avec évidemment l'émergence de l'IA qui arrive, on va dire, très très rapidement. Et je pense que l'évolution du SEO, qui a lieu de chaque année, hein, évidemment, avec les algorithmes de Google, etc., je pense que la rapidité de déploiement d'algorithmes aujourd'hui va être de plus en plus rapide, de plus en plus vite, et qu'il va falloir de mieux en mieux anticiper et prendre un maximum de recul et casser certaines habitudes. À mon sens, ça c'est un peu ma vision. Du coup, moi, je vais vous faire un premier retour suite au SEO Camp 2024 à Paris-Versailles. Donc, c'était là il y a quelques jours. Et c'était hyper intéressant. Je me suis focalisé sur deux choses pour essayer de trouver des conférences sympas. C'était l'IA, évidemment, et la data. Et je pense que c'est vraiment ça, le game changer qui va arriver. La data, pourquoi ? Parce que alors, il y a plusieurs notions. Donc déjà, l'IA fait que ça bouleverse énormément sur le content. Je parle plus de l'IA sur le contenu. Et la data, ça va être surtout lié évidemment au contenu qu'on va trouver. Peut-être que j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui est le contenu avec Google Ads ? Mais la data, c'est surtout parce qu'on a des restrictions de plus en plus dures avec la DMA, les RGPD, etc., etc. Donc du coup, le tracking devient un truc mais incontournable, et alors ce sera peut-être pas forcément le sujet là d'aujourd'hui, mais c'est vraiment game changer aussi pour des annonceurs, maintenant des éditeurs, des e-commerçants, etc. C'est plus le Google Analytics qu'on a connu, hein, le universel, hein, complètement gratuit, maximum de données, etc. Là, c'est vraiment game changer aujourd'hui, et je pense que c'est une certitude. Le tracking aujourd'hui, on va dire, c'est le quatrième pilier, quoi. On connaît les piliers du SEO, hein, les trois. Maintenant, je pense que le premier, peut-être pas le premier, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y en a 4 aujourd'hui, et le tracking data, c'est le plus important, parce que ta data va être certes importante pour Google Ads, conversion, audience, mais cette data-là, si tu veux analyser ton content marketing, tu peux pas t'en passer. Donc ça, c'est côté un peu data, du retour hein, d'expérience là, des confs que j'ai vus. Ce que j'allais dire, c'est ce que tu as vu toi au SEO Camp. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je me suis vraiment focalisé là-dessus parce que c'est le sujet où je suis hyper sensible en ce moment. Parce qu'on le voit avec Google Ads, hein. On le voit vraiment avec Google Ads. Si tu n'as pas de la pure data derrière, tu as des performances qui chutent assez rapidement. Et donc, du coup, pour finir peut-être avec ce sujet-là, sur la parenthèse, ce qui était vraiment intéressant, c'est que l'analytique, c'est fini la gratuité.
L'aspect Universal Analytics gratuite, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, chaque annonceur, chaque éditeur de site, en tout cas qui a un business dessus, je ne parle pas d'éditeurs de sites sur l'affiliation, etc. Mais ceux qui ont des gros e-commerce, des gros sites business, etc., il doit y avoir un budget tracking qui est alloué vraiment à ton tracking et à ta remontée de data. Et les deux budgets sont concentrés sur quoi? Sur la CMP, donc le consentement, tu sais, les grosses bannières de consentement qu'on a sur les pages dès que tu arrives, et sur ton server-side, par exemple. Donc aujourd'hui, le meilleur combo, c'est une CMP qui est la plus top en récupération de data, et ça va être passé en server-side. Donc c'est des termes qu'on entend depuis longtemps, d'accord? Il y en a qui sont déjà sur server-side, etc. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, encore une fois, incontournable. Et juste, ils ont fait une démo sur quelqu'un, il était sur une CMP, je crois que je me demande si c'était pas Acceptio. Au bout d'un an, ils ont changé, ils sont passés sur Didomi. Et le jour où ils ont changé, la data est remontée x3 dans Google Analytics. Donc, c'est-à-dire même la CMP, le choix de la CMP est game changer sur ta remontée de data. Didomi, c'est 300 € minimum par mois, déjà. Ah ouais. Tu rajoutes un server-side derrière, coût du serveur, etc., plus un setup complet avec Tag Manager, etc., etc. T'arrives à, tu peux vite arriver à un maximum je sais pas, on va dire des milliers d'euros peut-être, rien que pour la data mensuelle sur des gros sites. Et tu sais pourquoi il y avait ce souci-là cette différence entre le... Alors, ce que j'ai compris, c'était que la différence va se faire sur la façon aussi dont est abordé le consent mode pour un utilisateur. Okay. Est-ce qu'il peut continuer à naviguer sur le site sans avoir choisi oui ou non sur le suivi? C'est-à-dire que ceux qui continuent ils ferment juste la pop-up, tu sais, sans choisir un truc, tu perds déjà de la data. Ouais. Et je pense qu'après, c'est la façon dont est amenée la sélection, tu vois, de l'internaute, etc., pour le pousser au moins à répondre et pour aller vers même la modélisation derrière de GA4. Ça, c'est un autre sujet, c'est un peu plus long, tu vois. Mais c'était assez flagrant. C'est flagrant en tout cas sur l'étude de cas qui a été présentée. Donc déjà, tu vois, des CMP type module WordPress gratuit, etc., où tu fais un oui-non, ça c'est bidon. Apparemment des boîtes comme Tarte au citron aussi, qui est assez connue, parce que c'est une sorte, je pense, ça va être gratuit aussi, donc du coup ça c'est pourri. Et ensuite, après, il faudrait faire toute la liste un petit peu des CMP reconnus aussi par Google. Il y a toute une liste de CMP reconnus par Google qu'il faudra utiliser. Et après, c'est en fonction de ta data, en fonction des hits journaliers, etc., etc. Là, tu parles plutôt des grosses structures, des gros sites e-commerce, où la remontée de data, elle est capitale, peut-être productive des moyens acteurs. Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, que tu sois un gros, un moyen, un petit, si tu fais du business et que tu travailles sur du Google Ads à minima, ou que tu veux analyser ton retour sur investissement de ton content marketing, donc plutôt SEO, si tu n'as pas de la bonne donnée qui remonte, tu seras dans l'incapacité de savoir qu'est-ce qui a marché. Tu ne peux pas connaître ton ROI. Et du coup, on va dire des petites boîtes ou des petits sites qui n'ont pas forcément ces budgets, ils sont pénalisés. Ils sont vraiment pénalisés aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne peux pas récupérer ta data, tu n'as pas pu mettre ton stack tracking en place comme il faut, et tu es pénalisé. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive dans une complexité pour un annonceur, déjà de diffuser un petit peu partout, parce que la pub devient de plus en plus chère. D'accord, Google Ads, Facebook Ads, les nouveaux acteurs, des Snapchat, Pinterest, TikTok, etc. Donc déjà, si tu veux une multitude de leviers de visibilité et d'acquisition, ça coûte de plus en plus cher. Et pareil, sur ta data, l'investissement que tu vas mettre en SEO, ta concurrence est aussi de plus en plus énervée, il y a de plus en plus d'acteurs, donc tu vas mettre aussi plus de budget dans ton contenu, etc., etc. Et pour analyser qu'est-ce qui marche pas, si tu n'as pas la bonne data, tu n'auras jamais la bonne info. Donc je trouve que c'est un gros virage aujourd'hui, et l'inconvénient aussi du RGPD et du consent mode, c'est pour respecter la loi, ça va te coûter cher. Et continuer à faire du marketing. D'accord ? Et quand je dis marketing, c'est aussi du search, quoi. D'accord ? Est-ce qu'on ne va pas en venir un jour, même si on a un peu dévié du sujet, mais est-ce qu'on ne va pas en venir un jour à l'arbitrage typique entre je paye mon parc-mètre ou est-ce que je risque de prendre une amende? Qu'est-ce qui est moins cher? Exactement. C'est ça.
Exactement. Et il y a quand même une tendance, parce que tu sais qu'on s'appelle mode V2 mars 2024. Cookie First Party, je crois, il me semble, c'est annoncé septembre 2024. Bon, ça peut bouger, hein, on connaît Google. Mais on a quand même une tendance d'annonceurs qui disent tant pis, quoi. Je ne suis pas le consentement. Et je garde ma data. Sur les cookies, je crois que j'ai vu passer un truc justement la semaine dernière, comme quoi c'était repoussé à 2025. Ouais, j'ai vu passer ça. Du coup, à vérifier derrière. Bon, s'ils l'ont annoncé, je pense qu'on peut revenir en arrière sur ça, mais de toute façon, quoi qu'il en coûte, 2025, c'est quand même demain, hein, pour une boîte qui veut mettre ça en application, qui n'a pas anticipé ses budgets, etc. Mais on s'aperçoit quand même, et j'ai pas mal échangé aussi sur le salon, on s'aperçoit qu'il y a quand même des annonceurs qui passent outre la loi pour continuer à avoir de la data, pour continuer à avoir un retour sur investissement sur leur campagne publicitaire. Okay. Mais c'est intéressant aussi sur la partie search, sur le content. Il n'y a pas que l'ADS, même si on va peut-être en parler tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même pareil, une enveloppe à avoir. Je pense que je ne crois plus en un business de longue durée, tu vois, qui veut s'inscrire dans le temps sans passer par l'ADS aujourd'hui. Je pense qu'il faut être présent partout. Pour moi, le SEO ne peut pas perdurer sur un business model basé sur le temps. D'accord ? Tu veux faire du one-shot, des sites qui vont durer 3-4 mois, où tu bombardes, etc., tu vas avoir des positions encore. Je pense que c'est encore le cas. Mais derrière, voilà, c'est pas le même modèle de business, évidemment, qu'un annonceur qui est in-house et qui bosse avec son responsable d'acquisition, soit qui bosse avec une agence, etc. Je pense que c'est vraiment des visions complètement différentes. Maintenant, pour revenir à l'IA, donc ça, c'est un peu la partie data, qui je pense le 4e pilier. Et par rapport à l'IA. C'est-à-dire, c'est pour ça que le SEO est mort. Et c'est incroyable, puisque j'ai vu la conférence de mon ami Alan Kladix, sur comment manipuler l'IA et prendre les têtes des SERP et des positions et influencer l'IA sur les réponses. Et là, il a prouvé par ses tests, lui, il nous a démontré comment il a fait pour créer une nouvelle discipline au JO 2024, qui n'existe pas, mais que l'IA va te balancer comme étant une nouvelle discipline sportive. Et cette nouvelle discipline sportive est l'aquaponie. Et le truc, c'est qu'il nous a démontré, alors il faudrait trouver le replay après sur net, etc., parce que je ne pourrais pas résumer en très peu de temps, mais il nous a démontré que finalement, ces tests nous amènent à la conclusion que si un SEO qui est assez costaud arrivera à manipuler l'IA via une thématique, tu veux travailler une thématique, tu vas aller manipuler le contenu de l'IA sur la thématique, tu veux l'orienter là où toi tu veux aller, d'accord, sur ton service, un produit ou quoi que ce soit. Et du coup, comme l'IA est manipulée, son contenu, du coup, est manipulé en amont, tous les SEO qui vont utiliser l'IA pour de la rédac automatisée sur la thématique vont récupérer du contenu qui a été préformaté en amont. Et du coup, tu vas te retrouver avec peut-être des millions de pages qui vont parler d'une thématique avec une info que tu auras maîtrisée en amont. Et du coup, c'est quand même assez fort et c'est quand même assez drôle parce que c'est une sorte de MLM, tu vois, c'est une sorte d'arborescence où tu as un gourou qui va définir une thématique, qui va donner de l'info que lui veut maîtriser et qui veut diffuser. Et tu vas avoir des millions de consultants SEO qui veulent travailler la thématique avec l'IA, vont récupérer le contenu informatif de l'IA sans vérifier. Souvent, on sait que c'est de l'auto-content, etc. Ça va être traduit derrière et tout. Et ça va aller aider le gourou un petit peu qui a lancé cette thématique. De la propagande, quoi. C'est de la propagande masquée, invisible et complètement manipulée et maîtrisée. Et donc ça, c'était vraiment très bluffant. C'est pour ça, on le rappellera jamais assez, mais quand on fait un contenu IA, il faut le lire, le relire et le re-relire pour être sûr de ce qu'il y a dedans. On ne peut pas publier brut comme ça. Non, alors ça c'est vrai, mais sauf quand tu veux. Alors ceux qui font encore une fois peut-être de l'édition de sites, qui ont besoin de remplir des sites assez rapidement pour ranker, etc. Du coup ils relisent pas, t'imagines les centaines, milliers de pages qu'ils vont générer par jour.
Ils vont pas le relire. Mais même en faisant ça, là, c'était assez flagrant parce qu'une discipline aquaponais Géo 2024. Bon. Mais quand tu manipules peut-être une info qui te paraît quand même safe, tu vas quand même la diffuser, quoi. Tu vois, si c'est pas un truc grossier mais qui est bien travaillé, ça, tu vas pas pouvoir le flag. Tu vois, tu vas pas ça. Et ça, je pense que c'est game changer aussi pour l'e-réputation. Ouais. L'e-réputation qui est là pour faire sortir de la SERP un petit peu de la SERP un petit peu les données un peu, un peu danger pour une entité. Et le faire par l'IA, ça va aussi être game changer. Ok. Et donc ça, c'était voilà. Donc ça, c'est quand même des notions qui sont hyper puissantes, qui sont assez flippants aussi, parce que du coup, ça me fait penser au Black Hat SEO. Tu vois. Ouais, forcément. Si tu veux manipuler aussi un concurrent ou tu veux la smatter avec du Black Hat SEO, maintenant ça va être du Black Hat IA, quoi. Négative IA, quoi. Dans les deux cas, ça doit demander quand même des moyens lourds, le déploiement de énormément de contenu. Ouais, exactement. En fait, quand tu as capté comment fonctionne l'IA, comment il va sourcer ses infos, tu te mets là où il va sourcer ses infos. Et tu bombardes de contenu. Mais ton contenu, il faut le mettre au bon endroit, il faut le mettre d'un certain format. Il faut que tu aies toute une sémantique hyper large. Donc, il faut pouvoir le faire. Mais bon, je pense qu'il y a pas mal d'SEO qui sont quand même assez capés et assez appareillés pour le faire. Quand tu as compris le truc, ça peut aller très vite. Ouais, mais tu vois, ça me fait penser, et justement, ça fait partie du sujet d'après sur le SEO 2024, avec le netlinking. Combien il y a de vendeurs de liens qui font du contenu IA automatisé et qui ne sont pas relus. Donc ça rentre dans la boucle qu'il a dû présenter. Les mecs, ils génèrent des articles, ils font des liens en plus vers d'autres gens, et donc ça pousse l'idée du contenu qui est pas forcément vrai, parce que c'est pas forcément relu. Ça, c'est une certitude. Ce qui peut être aussi peut-être dangereux là-dedans, c'est quand tu fais du tier 2, tu vois, quand tu fais du relinking, quoi. Parce que tu vas peut-être acheter un lien assez premium et que tu vas balancer toi des liens que tu n'as pas relus sur un site assez premium. Si tu as un mec chez eux qui monitore un petit peu les liens entrants et tout ça, tu peux te faire flag aussi sur du contenu qui n'est pas propre. Ouais. Ça peut. Donc voilà, tu vois, moi, voilà ce que j'ai ressorti du SEO Camp, c'était super intéressant parce que là, du coup, par rapport à l'IA, c'est quelque chose que honnêtement, j'avais pas du tout anticipé ça. L'utilisation de l'IA, moi, c'est plus pour être productif et faire du content assez rapidement. Quand tu vois que ça peut être manipulé comme ça, c'est vrai que tu as une autre notion, une autre vision du côté un peu exponentiel, qui peut arriver très vite, non maîtrisé. Et si quelqu'un, en plus, t'imagines, on parle de négative SEO, négative IA. Imagine comment il faut la ressource que tu dois avoir pour contrecarrer ça. Tu dois en faire encore plus dans l'autre sens pour aller rééquilibrer un petit peu ça. Donc, je suis curieux de voir un petit peu s'il va y avoir des études de cas, d'ici ces quelques années qui arrivent, si on va avoir quand même des témoignages comme ça d'utilisation IA un petit peu border, quoi. Justement, du coup, si on passe sur le sujet, le SEO en 2024, donc ce qu'on s'était noté, c'est le SEO en 2024, est-ce que c'est mort? Ouais. La réponse, on va pas faire attendre, c'est non. Le SEO est pas mort, ça c'est clair. Mais c'est juste qu'il change de forme. Il évolue, en fait. Carrément. Et justement, en préparant ce vidéocast, le premier truc qu'on a pensé, c'est le fameux netlinking. Ok. C'est aujourd'hui, les liens, ils ont quand même plus autant d'impact qu'avant. Alors, il y en a toujours, mais il y a quand même un petit truc. Ok. Ça, comment tu arrives à le percevoir par rapport à tes campagnes tu vois qu'il y a moins d'impact? Déjà, moi, ce que je vois, c'est que quand même, il y a beaucoup de sites
qui se font justement, qui se font pas trop chier, qui font de la rédac IA full auto. Ouais. Donc ça, nous, on est hyper vigilants, hein, justement, quand on sélectionne les liens, mais il y en aura toujours qui passeront au travers de toute façon. Et ouais, il y en a certains où c'est flag derrière. T'as aussi, toi, t'as eu le cas, David, il y a pas longtemps, avec un lien où c'était pas le bon lien, d'ailleurs, qui était mis. C'est un lien média Ouais, c'était le lien média, ouais. Oui, bon, ça c'est vrai que c'était un autre problème. On va dire que c'était plutôt un média malhonnête qui a essayé d'intégrer un lien de tracking d'affiliation dans le lien qui avait été acheté. Mais ça rejoint de façon l'idée que, au même titre que le contenu, il faut contrôler le lien. Même un truc peut-être qu'on néglige, peut-être, c'est le côté indexation des pages sur lesquelles on achète des liens. Parce que le lien, ok, il est actif, il est clean, la page elle est accessible, mais est-ce qu'elle est indexée? Exact. C'est ça la question. Si elle n'est pas indexée, en fait, le lien ne sert à rien. Il n'envoie rien, il n'envoie pas de vue. Mais pour rejoindre le pitch, hein, le SEO est mort, je suis tombé sur X, sur quelqu'un qui disait le SEO est mort égale tous les consultants qui spammaient Google qui le disent, quoi. En fait, clairement, à chaque fois que quelqu'un le dit, c'est que Google a changé les règles. Et du coup, tous ceux qui s'étaient engouffrés un petit peu dans la faille, en fait, sont un petit peu dégoûtés parce que tous leurs sites sont down. Parce que clairement, ils ont fait de la merde. Et ça me rappelle vraiment la vieille époque des communiqués de presse. Hein, quand on a commencé à bourriner en termes de netlinking, il y avait tous les fameux sites de communiqués de presse, donc un peu les ancêtres des PBN, qui étaient sortis. Et où derrière, Panda est arrivé et fait un grand coup de ménage. Et là, pour le coup, c'était là le coup. C'est pas le SEO qui était mort, c'était surtout le netlinking. Donc, tu avais plein de gens qui sont arrêtés du jour au lendemain à faire du netlinking. Mais tout simplement parce qu'ils avaient juste fait les gorées, quoi. Donc, tous les ans, c'est à peu près pareil. Tu as Google les SEO qui abusent en fait clairement d'une des guidelines de Google. Google qui rattrape, qui dit ah non, c'est bon, on a compris ce que vous faisiez. Et c'est un jeu du chat et de la souris où à chaque fois, les SEO vont s'adapter et effectivement, on va pas avoir d'autre choix que de toute façon que s'adapter de toute façon. Ouais, c'est clair. De toute façon, ça a toujours été comme ça. C'est toujours l'abus qui fait que du coup, tu passes sur les radars et que du coup, il y a un filtre derrière, quoi. Voilà, la suroptimisation, c'était pareil. À la grande époque du bourrage de mots-clés, il y a une époque, il suffisait de faire du bourrage de mots-clés dans sa page, dans son URL, la fameuse triplette de bourrin de Borelli, URL, meta title H1, et ça suffisait largement pour ranker. Depuis, c'est plus du tout le cas. Après, on est passé à la sémantique. Alors maintenant, on utilise tous des outils sémantiques. On essaie de bourriner maximum. Et puis il y a eu l'IA. Et puis de toute façon, c'est un cercle infernal où en fait, on est condamné à réinventer ces méthodologies. Mais surtout, si tu regardes bien, tu as toujours ceux qui ont toujours été plus intelligents, on va dire, que la moyenne, qui restent sous le radar. Et je pense que là, on va revenir un petit peu sur peut-être les nouveaux triptyques, les nouveaux futurs piliers du SEO, version 2025. Après, moi, ce que je pense, vous me dites ce que vous en pensez à votre tour, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans on revient peut-être, ou on y va, je ne sais pas d'ailleurs, une sorte de polycompétence. C'est-à-dire qu'un SEO, un consultant SEO aujourd'hui, parce qu'on est sur le domaine du SEO, à mon sens, il doit avoir une vision qui est plutôt globale et qui va plutôt aussi marcher avec le marketing. Alors, quand je dis le marketing, c'est marketing de la vente, de la conversion. Donc, toutes ces stratégies un petit peu de landing page, etc., qu'on entend qui est un domaine de compétences, qui est vraiment des copywriters, etc. J'ai l'impression qu'on est quand même à un carrefour où un SEO seul, s'il n'a pas cette notion de comment vendre sur des pages, d'avoir une offre
travailler l'offre aussi avec ton client, avec un annonceur, travailler l'offre. La partie triptyque qu'on connaît avec la partie perf, la partie contenu et netlinking, on rajoute maintenant de la data. Si tu n'as pas un petit peu cette polycompétence, c'est d'avoir une vision hyper globale et de savoir exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et là où tu as les game changers, tu vois, sur de la perf, etc. À mon sens, si tu n'as pas ça, tu passes pas le cap. Tu restes à un certain niveau qui n'amènera pas forcément de la perf derrière en termes de SEO. Et je dis ça aussi pour l'ADS. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être un peu gros comme ça, mais on sort du consulting SEO pour aller vers du consulting un petit peu plus search marketing, où il faut avoir quand même, encore une fois, de la multicompétence, travailler avec les bonnes personnes, certes, hein, il y a toujours des experts dans tout. Hein, un expert qui est en netlinking, il aura un petit peu moins de vision sur du content, tu vois, et vice-versa. Mais il faut un chef d'orchestre, soit in-house ou délégué avec une agence ou un free, mais qui a un peu cette tête de pont, de chef de travaux, en fait, quoi. Tu vois, un peu un maître d'œuvre, un truc comme ça qui est là et qui va driver, mais avec une orientation très précise. Et l'orientation, la roadmap, elle sera sur 1 an, tu vois. Ce ne sera pas genre sur 3 mois, mots-clés, ranking, 3 mois, etc. Je pense que la vision, il faut sortir un petit peu, mode macro, on regarde, on comprend le marché, le benchmark. Voici, voilà, tu vois, le benchmark hyper important. Et c'est pas juste un benchmark SEMrush, c'est qui les concurrents, tu vois. C'est benchmark, c'est OK, je rentre dans la tête de mon concurrent, je regarde les actions qu'il a fait depuis 1 an, et dans l'ADS, dans le SEO, les réseaux sociaux. Je pense que l'EAT aussi est de plus en plus important avec l'IA, manipulation de l'IA, il va chercher de la source. Si tu es présent partout, c'est toi qui deviens le référent. D'accord ? Et donc ça devient un gros mélange où si tu veux vraiment prendre le virage, c'est pas hésiter à se former aussi, pas qu'avec des techniques de SEO, c'est tout, c'est-à-dire à la vente, au copywriting, à l'acquisition payante, même au scrap, tu vois, des trucs un petit peu généraux dans le digital aujourd'hui. Tu as tout ça qui fait que c'est un panier monstrueux. Mais si tu arrives à comprendre comment tout est linké ensemble et que tu arrives à mettre une stratégie sur ça, je pense que ça, c'est l'avenir. C'est l'avenir qui se joue. Nous, c'est un peu dans ce sens-là aussi qu'on bosse, parce qu'on a regroupé en une seule équipe SEO et SEA. Ouais. Donc, je pense que c'est totalement ça l'avenir. Et voilà, c'est comme tu disais, David, le nouveau triptyque. La base, c'est multicanal. C'est ne plus focus uniquement SEO, son site. Il faut être présent beaucoup plus loin que ça. Et j'irais même encore, tu vois, un petit peu plus loin, c'est que moi, je m'aperçois dans les stratégies Ads, Google Ads, on a une tendance d'aller de plus en plus vers l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce sont des campagnes qui vont être pilotées en automatique. On a de moins en moins la main. En tant que consultant Google Ads, ça a de moins en moins la main. Aller dans le chirurgical, etc. D'ailleurs, quand tu le fais, j'ai l'impression que les campagnes sont même un peu pénalisées, quoi. Tu vas payer plus cher ton CPC. D'accord. Il y a un truc, c'est plus dur, quoi. Tu vois. Ouais. Moi, j'ai fait des tests. Je mets une campagne tu sais, on a 3 types de correspondance pour choisir ton mot-clé, en exact, jusqu'au large, très large, on a 3. Tu mets une campagne sur des mots-clés en large, ton CPC, il va être, je sais pas, de 14 centimes. Tu mets tes mêmes mots-clés en exact, déjà, tu passes à 2 € le clic, tu vois. Donc tout ça, c'est pumpé par Google Ads, hein, c'est officiel, quoi. Mais du coup, ça t'incite à quitter un peu le mode old school de la maîtrise, si tu veux, manuelle, pour aller vers l'IA. Donc tout piloté par l'IA. Donc quand tu prends du recul, ok, tu laisses la main à Google, mais l'IA, ça reste un algo, ça reste une intelligence artificielle. La seule façon de performer avec du smart, de l'IA dans Google Ads, c'est ce que j'appelle les inputs. C'est qu'est-ce que tu vas donner à l'IA pour qu'il comprenne exactement ton service, ton produit et la cible que tu vas aller chercher. Ouais. Et ça passe par quoi ? Ça passe par la data.
D'accord? La data que tu auras récupérée, toi, et que tu peux lui balancer, il va se baser là-dessus. Ton tracking, parce qu'évidemment, les mecs qui t'envoient sur tes pages, est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils font une action, un engagement? Si oui, hop, tu lui dis c'est OK, continue. Tes médias, tes vidéos, évidemment, le facteur vidéo aujourd'hui, je pense que ça fait partie du SEO aussi, la vidéo à fond même. Ouais. Et du coup, si tes inputs sont pas bons, Google Ads va te faire de la merde. Et un des inputs aussi importants, là où il va aller chercher de la ressource, de la donnée pour analyser là où tu envoies, c'est ton site ou ta page de destination. Les sites qui sont nickel en termes de SEO performent plus en ads qu'un autre. Que ce soit en perf de chargement, mobile évidemment, mobile first, et toute ta structure sémantique de tes pages, de tes titles, c'est là où il va chercher l'info. Quand l'IA va scraper le web, il va regarder aussi la même chose, je pense. Tu vois, il va regarder les titles, il va regarder là comment il ressort le mot-clé, tu vois, principal, le contenu que tu mets derrière, etc. Donc si tu veux, d'un côté, tu travailles bien ton SEO, en SERP, tu te donnes toutes les chances, et tu donnes aussi toutes les chances du côté de Google Ads, avec le côté intelligence artificielle, d'aller chercher les bonnes pages, les bonnes infos, t'envoyer les bonnes personnes, etc. On s'aperçoit aussi, ça c'est pas vraiment officiel, je pense qu'il faudrait pousser un peu les tests, mais tu travailles face à un concurrent, tu t'aperçois que ton concurrent il est toujours devant toi, mais tu vois son score SEO, il a moins de backlinks que toi, il a moins de domaines référents, etc. Il est quand même devant toi. La seule diff, c'est qu'il lui fait de l'ADS. Là où moi je pense maintenant, c'est que l'ADS est pris en compte aussi pour les résultats de recherche. Tu fais de l'ADS, tu vas créer de l'engagement, il y a du CTR, de l'engagement, de la conversion. Ça te donne plus de chances de ressortir dans le référencement là-dessus. Après, j'ai envie de dire, ça a toujours été pris en compte indirectement. Parce qu'en fait, si les gens viennent sur ton site en ad, après, ils ont plus de chances de le chercher. Et donc, il y a cet aspect branding aussi. Sur le direct, derrière, sur le branding, visibility, ouais, carrément, bien sûr. La question a toujours été là d'ailleurs. Tout le monde s'est toujours posé la question de savoir si est-ce que faire du ad, ça a aidé le SEO. C'est une question qui existe depuis des années. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Après, ça n'avait jamais vraiment... le ressenti, il est là depuis très peu de temps de ça. Parce qu'avant, tu disais, tu pouvais avoir des sites full SEO, tu faisais pas d'ads, tu rankais super bien. Mais là, la tendance, elle est quand même un petit peu marquée quand même. Tu vois, Et puis après, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Tu vois, rien que le navigateur Chrome. Quoi. Ah bah, il en récupère de la donnée. Tu vois. Lui, il la maîtrise bien la donnée. Il n'y a pas de problème. On dit quand c'est gratuit, c'est pas le produit. C'est ça, exactement. Et des tests ont été faits, pareil. Là, je crois que même c'est Alan qui en parlait. Tu n'as pas de Search Console, tu fais pas de backlinks, tu fais pas contenu, tu fais juste une page blanche avec un truc et ton site est indexé. Il a juste été navigué, toi, juste été vu un petit peu par Chrome, quoi. Ouais. Donc Chrome récupère aussi, quoi. Tu vois, spyware, quoi. Tu vois. Bah, le principe du trafic is the new backlink. Ouais. Et les gens passent dessus. Google se dit. C'est ça. Il y a un truc intéressant là. Et en fait, même si c'est une page blanche, si les gens viennent, pour lui, il y a une raison, quoi. Bien sûr. Après, vraiment, si c'est une page blanche derrière, il ne saura pas quoi en foutre de la page. Soyons clairs là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah après, je sais que tu as des techniques où tu simules un scroll au moins minimum sur chaque fait de visite. Ouais. Là, tu fais des clics, tu fais un scroll automatique avec des scripts, etc. Ce qui joue le rôle un peu du taux d'engagement, tu vois, pour le pumper un peu, quoi. Après, il y a des trucs, c'est pas à tester sur des money sites, évidemment. Tu peux tester ça sur des réseaux de sites un peu pour tester un peu et balancer. De toute façon, tout ce que tu dis, ça va dans le sens de... On voit dans pas mal de sites qui sont cassés la gueule de thématiques. Par exemple, depuis quelques temps, tout le monde dit c'est les médias qui sont sortis
un peu gagnant des derniers ramages des algorithmes. Ouais. Alors qu'avant, au contraire, on avait plutôt des stratégies de niche, des sites monothématiques qui nous permettaient de passer justement dans ces médias. Mais là, les derniers ramages ont vraiment complètement bouleversé la donne. Et les médias restent là parce que justement, ils ont une telle aura que, d'un point de vue marketing, en fait, tu fais difficilement le poids, quoi. Alors, est-ce que ça va pas encore rechanger? C'est pas dit. On n'est pas à l'abri encore de. On a souvent, c'est ça, des crises en dents de scie où on se prend un coup de pied au cul et puis après on va remonter et puis c'est une espèce de jeu des chaises musicales en fait où en permanence en fait les positions les cartes sont rebattues. Mais non, c'est clair que je pense que comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on retourne ou est-ce qu'on va vers? Je pense qu'on a tous pas oublié que le SEO c'était du marketing. J'ai toujours dit que moi c'était un des bras armés du marketing. Carrément. Est-ce que tu vois par exemple, est-ce que c'est pas les Américains qui ont toujours été plus en avance sur nous que ça? Parce que nous déjà on parle de SEO, hein. Nous on est vraiment très centré en tant que Français sur le SEO. Eux, ils ont toujours beaucoup parlé de search marketing. Search marketing, ni plus ni moins. Et ils ont toujours eu tu vois, dans leur manière, leur conception du SEO, très orienté contenu, très orienté marketing inbound, beaucoup moins sur le lien, tu vois, par rapport à nous. Et peut-être que déjà l'impact. Nous, on est un petit peu les Russes. Tu veux du lien, russe on a ce qu'il faut. SEO, Mais non, mais c'est. Je pense que Google aussi s'est adapté un petit peu à l'environnement. Avant, forcément, il a regardé principalement les sites pour analyser l'autorité. Sauf que on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, Ludo, ton audience, aujourd'hui, elle n'est pas que sur le moteur de recherche. Elle est quasiment presque plus sur le moteur de recherche en fonction des thématiques. Elle va être sur Snap, elle va être sur Pinterest, elle va être sur TikTok. Donc, il est forcé, il est obligé de s'adapter, d'écouter aussi sur ces canaux-là les signaux qu'il écoutait auparavant sur les sites au travers de liens. Et donc, si c'est pas du lien, des fois, ça peut être c'est du trafic ou même, pourquoi pas, peut-être même simplement du branding, quoi, le fait d'avoir une marque qui revient. Si tu as un nom d'une marque qui est cité dans une vidéo, est-ce que Google est capable de décrypter, de transformer du son en du texte et de faire une analyse derrière et sortir qu'en fait la marque a été citée 5 fois? Je pense qu'il est largement capable. T'inquiète pas, c'est de faire. Bien sûr. Je pense qu'on ne doute vraiment pas de la capacité des machines, quoi. C'est sûr. Et pour revenir à ce que tu dis, David, moi je suis entièrement d'accord et c'est quelque chose, j'ai toujours été sensible un petit peu à l'aspect marketing par mon parcours. Et aujourd'hui, je m'aperçois que c'est beaucoup plus facile, facile, peut-être pas le mot, mais c'est beaucoup plus constructif de travailler avec un annonceur qui a un département marketing staffé, puisqu'ils ont une approche que pure marketing produit, service. Ils n'ont pas la branche acquisition digitale, d'accord? Mais du coup, ils ont une approche benchmark, produit, lead scoring, lifetime value, tout ça qui rentre dans la machine aujourd'hui de ton acquisition. On sort aujourd'hui de l'acquisition pure, acquisition conversion directe, d'accord? Maintenant, je pense que c'est une hérésie de penser ça n'existe pas, tu vois, ça n'existe plus. Que tu fasses de l'ADS ou du content marketing en SEO, tu vas choper à la maturité de ton prospect, tu lui adresses le bon message, donc là c'est marketing, tu lui adresses le bon message à ce moment-là, tu le scores un petit peu beaucoup, pour savoir où il en est dans sa maturité de décision, et tu le targetes au bon moment. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de retours en disant, déjà, tu as la pub qui coûte de plus en plus cher, ton retour sur investissement est de plus en plus long, et il ne faut pas arrêter, il faut toujours les adresser. Et c'est là où tu vois le combo synergie, tu vas balancer de l'ADS, du SEO, milieu de tunnel, haut de tunnel, bas de tunnel, en fonction de la maturité de tes prospects, de ton service, de ta concurrence. C'est tellement un énorme truc que je reviens sur l'aspect d'un consultant SEO doit être sensibilisé au marketing, comme un mec du marketing qui sort d'une école de marketing doit être sensibilisé aux différents leviers d'acquisition. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui,
dans les écoles de marketing, communication, on aborde ces sujets-là, mais pas assez en profondeur, je pense. Tu vois, quand j'échange moi, avec des gens du marketing, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de constructif, encore une fois, parce qu'on va travailler vraiment sur le truc. On est le bras armé, si tu veux. On va être dans l'opérationnel d'une stratégie marketing d'un client. Mais quand ton client n'a pas ça, je pense que la valeur apportée, c'est cet aspect marketing digital qu'il n'aura pas staffé en interne. Et qu'il faut pouvoir lui mettre en face la bonne strat, le sensibiliser sur les budgets et rajouter cette enveloppe data maintenant qui peut faire mal aussi sur le budget. Donc, sur le sujet, tu vois, 2024, le SEO est mort. Alors, évidemment, on est tous d'accord et comme chaque année, non. Mais ceux qui prennent pas le virage, ceux qui restent, on va dire, juste SEO, avec l'IA, avec tout ça, je pense qu'ils peuvent mourir entre guillemets. Donc c'est pas la mort du SEO, mais peut-être la mort de certains consultants SEO qui se mettent pas à la page. C'est marrant parce que la semaine dernière, c'est un client à qui j'ai montré sur Google Tendance. C'est un petit outil de Google qu'on n'utilise pas beaucoup, Google Trends. Ouais, carrément. Je lui ai montré que la courbe des recherches sur son nom de marque avait divisé par 3 sur les genre 5 dernières années. Que paradoxalement, un SEO fait toujours du trafic, puisqu'il fait du trafic sur de la longue traîne, sur des mots-clés concurrentiels, mais sa marque est de moins en moins recherchée. C'est pas un bon signal en disant attention, alerte, voilà ce qui est en train de se passer sur votre marque. Je vous encourage à vraiment vous pencher sur d'autres canaux et le plus vite possible, parce que si vous ne le faites pas, vos concurrents le font déjà. Carrément. Le branding, première et on a oublié c'est un KPI. Ouais, on a vraiment oublié ça, un peu ce qu'on appelait la part de voix dans le marketing traditionnel. Est-ce que les gens qui achètent mes produits connaissent ma marque quand ils font des sondages? Est-ce que ma marque elle est citée parmi les 10 marques les plus... si je fais un petit radio crochet là, dans la rue et je demande quelles sont les 10 marques de vendeurs de, je sais pas, de chaussures les plus connues, est-ce que si moi j'ai des ambitions, est-ce que je vais être cité dans le top 10? Exactement. Ce n'est pas le cas, il faut peut-être que je me repose les bonnes questions. Ouais, parce que c'est pas parce que tu es premier sur Google que tu seras le plus cliqué forcément. Parce que si le second en dessous de toi est plus connu que toi, les gens ils vont scroller et ils vont cliquer sur le second. Donc oui, c'est ce qu'on disait. Le SEO 2024, c'est plus le SEO 2010. Là, on est d'accord, comme dirait un certain Laurent. Le SEO 2010, faut arrêter. Mais l'idée justement, c'était est-ce que le SEO 2030, est-ce que ce serait pas le branding justement? Est-ce que ce serait pas travailler sa marque à fond en multicanal, comme on disait, donc réseaux sociaux, chaîne YouTube, parce que clairement quand les gens voient qui travaillent derrière, même montrer des offres d'entreprise en fait, montrer l'humain qui est derrière le site, ça attire, ça donne envie. Les newsletters, il y a eu une explosion des newsletters aussi ces dernières années, hallucinante. Et des gens, justement, qui partent de zéro, ils ont une newsletter, la newsletter, elle explose, et derrière, le site, il explose pareil, parce que la marque, tout simplement. Ouais. Derrière, comme tu dis, newsletter, moi je pense à Gmail, Google. Bien sûr. Mais bien sûr. Sur le mail, tu cliques sur un lien qui renvoie sur le site et tu es toujours d'ouverture. YouTube, Google. C'est ça. Tout est lié. La lumière, c'est d'un coup. Non, mais carrément, mais tu vois, et l'IA, si tu veux travailler ta brand, et que tu sais que tu peux manipuler l'IA avec des entités nommées, avec tout autour de ton truc, le SEO, il va sourcer où? Il va sourcer sur le web. Ouais. Donc si partout, c'est toi qui remonte,
l'IA, ce sera toi qui va remonter. Justement, tout à l'heure, je reviens sur la parenthèse Google Ads. Tu parlais que l'IA, c'était de plus en plus mise en avant Ouais. et qu'il y avait des gros changements. Est-ce que ça, c'est pas un truc qui pourra être manipulé aussi? L'IA pour Google Ads. Ouais, je sais, ça c'est vrai, je sais pas. Là, je pense pas. Alors quand je dis l'IA, je pense pas qu'il va taper, tu vois, dans OpenAI ou dans Ouais, il a dans son Claude ou propre- etc. pour les trucs. Je pense que quand je dis IA, c'est qu'il il a sa propre donnée qui est dans l'univers Google, hein. Mais il va aller se prendre, je pense, de la donnée. C'est pour ça, je pense que Bah, le SEO sur tes sites, tu le travailles bien comme il faut, Hmm. pour être très clair. Et la donnée qu'il va agréger là-dedans, dans son IA interne, c'est là où il va travailler. Ça, je sais pas si ce sera manipulable. Euh, ouais, ça c'est un peu touchy à voir. Hmm. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a vu dans certaines SERP, je crois que de toute façon, il faut toujours être un peu en veille sur les US, hein, parce que c'est toujours là-bas où c'est déployé en premier, c'est ça. Ouais. où on voit que l'ADS, dans la SERP, ils ont fait des tests où ils n'arrivent pas en premier. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 résultats SEO, et en dessous, il y avait des ads. Oui. Alors, Donc quand la j'ai question, vu c'est, ok, pourquoi ils font ça? quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, bah, en fait, on est tellement habitué depuis des années à skip les ads pour ça. cliquer sur l'organique. Et ben Ouais. là, ils inversent, ils mettent 2 résultats, ils mettent full ads derrière. Mm. Et ben c'est tout gagné. Parce Ouais. que les gens ont été habitués depuis 20 ans à pas cliquer sur Ouais, c'est les vrai. 2-3 premiers résultats. C'est vrai. Et après, ce qui est intéressant, c'est toujours d'interroger son entourage, parce que nous, on est un peu biaisé. On est dedans, Oui. c'est notre métier. On sait que les premiers, c'est de la pub. C'est ton concurrent, tu cliques. Si c'est pas ton concurrent, tu cliques pas. Mais du coup, quand tu interroges un peu ton entourage, qui sont juste dans l'utilisation du moteur de recherche à des fins très perso, quoi, dans leur recherche, tu t'aperçois que ça change aussi, tu as raison. C'est-à-dire qu'ils ont capté que les premiers, c'est de la pub, et ils vont scroller. Il y a de plus en plus de gens qui C'est comme scrollent la un petit peu. stratégie d'évitement des bannières, hein, sur le site, sur un site. Ouais. Où on sait très bien que si tu mets une bannière dans une sidebar à droite, en fait, quasiment personne va la regarder. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, comme les bannières en haut des sites. Hein. Pareil. Les bannières promo et tout ça, on sait que la première est vue, pas toutes les autres, quoi. Ouais. Tu fais du native, quoi. Dans ton content, tu mets ton petit call to action. On revient du market, quoi. Ton call to action au bon moment dans ta page aussi. Quand tu as des grosses pages où tu mets ton CTA au bon endroit. Pas trop haut dans la page parce que tu es en première, tu vois, première ligne d'informatif. Et je pense que Google Ads, c'est pareil. Ça se rapproche du native ads, quoi. Tu vois, tu laisses 2 résultats naturels, tu mets ta pub juste après, d'une façon un peu discrète. C'est ça. Mode native ads, quoi. Faire du CTR et voir ce que ça donne. Et un truc que je m'étais noté, parce que justement quand on en discutait en off, on parlait des réseaux, bah, notamment avec TikTok et les Reels Insta et ce genre de choses. Est-ce que plus tard, ou même prochainement, il n'y aurait pas un aspect snack SEO? Ah ouais. Je m'explique. Sur le côté où on a toujours dit, ah, si tu fais un guide comme ça, c'est sûr qu'il va ranker. Ouais, mais est-ce que demain, il faut pas juste répondre à la question avec ça, et c'est bon? Parce que les gens commencent à être habitués, on va dire, ils se tiktokisent. Pas mal, c'est pas. Ouais, c'est pas mal. Ils se tiktokisent et l'attention, c'est le nerf de la guerre aussi. Hein. Ah ouais. Bah, que tu vois avec SGE. Tu vois, l'évolution, on n'en a pas parlé encore, mais l'évolution de SGE, où tu vas avoir directement, bon, on l'a déjà un petit peu ta réponse, mais quand ta réponse, ça va être vraiment hyper fine, etc., où tu vois que même il y a une tendance à Google de devenir un e-commerçant, au final. Oui. Tu fais ta recherche produit, tu peux acheter direct chez eux, tu vois. Oui, tu vois, comment tu vas faire venir ton trafic chez toi, tu vois. Ah bah donc là, tu vas taffer pour être en première position, finalement tu vas être en position même pas 0, c'est une position moins 10, et c'est Google qui va utiliser ton contenu pour faire son business encore plus. Il paraît que ça a pris un peu du plomb dans l'aile quand même, SGE. Hein.
je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'il dit. C'est pas simple, hein. C'est que déjà nous, il faut rappeler qu'il nous avait annoncé un déploiement en France premier trimestre 2024. Début d'année, on n'y est pas, et on n'a même pas un début de commencement de déploiement. Et ce qui se dit beaucoup aussi, ce qui est rassurant, hein, peut-être pour pas mal d'éditeurs de sites, c'est que ça va devenir en fait plus une fonctionnalité supplémentaire du moteur, plus que quelque chose qui va vraiment occuper un peu toute l'attention, qui va remplacer un petit peu la SERP. Donc, ce qui n'est pas plus mal parce que oui, ça ne correspond pas encore à tous les usages d'un point de vue recherche. Il y a toujours des gens quand même une certaine partie de la population, qui aiment rechercher et qui aiment avoir le choix dans les infos qu'on lui sert. Donc, bon, tant mieux. C'est vrai que sur les études qu'on a vues, les tests qui ont été faits, c'était à 75% de mémoire où c'était juste un bouton cliquable pour avoir les yeux. Bon, les gens ils vont pas cliquer dessus. Ils vont cliquer sur les résultats dans ce cas-là. Ouais, après, ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que je pense que Google, il déploie, tu vois, au fur et à mesure, ils font du bêta, ils testent un truc, tu vois, toute la roadmap, elle est déjà écrite, tu vois. Ils savent déjà où est-ce qu'on va l'année prochaine. Nous, on n'a que des prémices un petit peu de quelques trucs à gauche, à droite, des tests, machin. Et je pense que derrière tout ça, il y a quand même aussi la course à l'IA. Je pense qu'ils ont eu une grosse suée quand il y a eu l'explosion de ChatGPT. Et ils se sont dit, va peut-être falloir qu'on accélère. C'est ça. Du coup, ils vont activer un truc peut-être un peu en urgence pour faire un effet, tu vois, un effet waouh, et puis qui n'est pas finalisé. Du coup, tu reviens un peu en arrière derrière, mais ils ont fait quand même l'effet waouh. Il y a tellement de choses, je pense, que derrière qui se jouent. Et nous, on peut même pas percevoir le 10e de ce qui se joue derrière. Et qu'il faut arriver à anticiper sur quelque chose qu'on n'arrive pas à voir. C'est compliqué, quoi. Assez étrangement, moi, je trouve bizarre qu'on ne parle pas plus de Gemini. Je suis le premier étonné. Exactement. Je n'en entends pas parler. On ne parle que de ChatGPT. Et Gemini, j'ai failli faire encore le lapsus. Moi, j'utilise quasiment presque autant aujourd'hui que ChatGPT. Mais je pense qu'en tant qu'SEO, il vaut mieux utiliser Gemini. Et parce que si Google me donne des infos que lui trouve pertinentes, je peux faire confiance à Google qui me dit pour moi ça c'est bien qu'à ChatGPT quoi. Et tu vois, je suis vraiment assez surpris par le contre-buzz autour de Gemini, qui est un super outil qui est différent, qui donne des résultats différents, mais dans l'approche qui est vraiment, je pense, complémentaire à ChatGPT. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Et lors de la conf, la question avait été posée. Et très peu de gens utilisent Gemini. C'est là où OpenAI est très fort. Hein. Parce que pour l'instant, tu peux pas. Alors, à moins que je me trompe, mais je crois que tu peux pas tellement l'automatiser non plus, Gemini. Il n'y a pas d'API, je crois. Donc, tant que les bourrins pourront pas foutre de l'automatisation là-dessus. C'est ça. Tu es obligé de passer par des tools d'automatisation. Tu n'as pas d'API, quoi. Tu passes par des tools d'automatisation navigateur, mais c'est plus long à mettre en place. C'est ça. Et puis ça a été les premiers. On dit souvent, quand tu es le premier et que tu as fait ce qu'il faut pour être le premier, tu restes dans la tête des gens et tu restes là. Et ils ont fait ce qu'il faut pour. Est-ce qu'on ne parle pas du nouveau triptyque dont on avait discuté avec Charlie? Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça pourrait te permettre de sortir un petit peu du cadre, être out of the box, tu vois, du traditionnel triptyque qu'on nous a toujours un peu enseigné un peu partout depuis 10 ans, qui est, pour rappel, technique du site, la santé, l'acrobalabilité, etc. Contenu, le contenu, on va dire textuel, parce qu'on s'est toujours plutôt attardé qu'à ça sur un site internet, et popularité, donc par popularité, on va dire lien. Et moi, je voulais proposer un nouveau triptyque, on va dire adapté un petit peu aux nouveaux enjeux, etc., qui était contenu mais contenu riche, donc, et voire large, pas que sur le site, mais ailleurs également, et penser aussi aux synergies. Je vais donner un petit exemple d'ailleurs derrière, donc vidéo, podcast, images, Pinterest, tous les types de formats consommés, Snap Content, qu'a cité Charlie,
tout ce qui va te permettre, pourquoi pas, d'avoir une synergie entre ton site, d'autres canaux où tes clients, tes prospects sont, mais vraiment avoir une vision plus large que simplement juste même aujourd'hui, on a beaucoup travaillé la sémantique avec des outils comme UTXGo, mais voir plus loin que ça, vraiment, le contenu au sens large. Voilà. Ok. Donc, puis même sur ta page en elle-même, arrêtez de focus que le texte. Tu rajoutes en général, c'était texte et image, parce que les gens ont compris qu'il fallait mettre de l'image. Mais tu rajoutes une vidéo YouTube, tu rajoutes des tweets, des posts Insta, des Reels, des TikTok. Ça rajoute en fait. C'est ce que disait Ludo tout à l'heure. Ça veut dire plus d'engagement. Il y a des meilleurs KPI en termes d'engagement. Ça veut dire Chrome, ça veut dire Analytics. C'est un cercle vertueux en fait. C'est ça. Et temps passé sur la page. Temps passé sur la page. Tu mets une vidéo, le mec il lance le truc, il reste plus longtemps. Quoi. Et d'ailleurs, si tu mets une vidéo YouTube, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir ses propres vidéos à défaut parce que ça demande de la ressource, ou est-ce qu'on met, je sais pas, une vidéo qui parle du sujet mais qui t'appartient pas, alors tu le sources, évidemment. Est-ce qu'il y aurait le même impact? Je pense que dans l'idéal, de toute façon, il faut rester dans on parlait, la marque. Donc, dans l'idéal, il faut avoir ses propres vidéos. Mais à mon avis, je pense que même si tu cales des vidéos d'autres chaînes YouTube, mais je parle pas du petit mec qui fait sa vidéo dans son coin et qui a 10 vues depuis 6 ans. Donc, tu prends une vidéo qui a déjà pas mal de popularité. Je pense que ça apporte à ta page. Okay. Même des fois à citer des concurrents. Moi, c'est ce que je dis des fois à des clients, sauf s'il y en a qui sont vraiment persona non grata. Mais si par exemple, tu fais le parallèle entre j'ai un article, plutôt que de citer, mettre un lien vers mon concurrent, où on sait qu'il va y avoir une fuite de page rank, etc. Si tu mets une vidéo, tu as une fuite en rien du tout. Tu conserves ton utilisateur sur ta page. Les métriques te bénéficient surtout à toi. Effectivement, tu vas peut-être mettre en avant une vidéo de ton concurrent, mais qu'est-ce que ça va lui rapporter? Enfin, tu vois, directement, de manière directe. L'apport, il est toujours plutôt vers ton site que plutôt vers ton compte. Donc, c'est une manière un peu détournée d'utiliser quelque part le contenu créé par les concurrents ou des concurrents, on va dire, indirects, quoi. Et de le ramener, l'utiliser pour toi. Donc, moi, c'est un truc que je recommande régulièrement à mes clients. Mais effectivement, comme disait Charlie, si c'était vidéo, c'est mieux. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Complètement. Quand tu vois, moi j'ai l'exemple en tête des campagnes de pub Burger King et McDo, mais putain, les fights qui se font en pub, et là on est vraiment sur des géants aussi, mais ça apporte à l'un et à l'autre, en fait. De faire des pubs semi-clash. Non, faut pas hésiter. Mais du coup, là, pour revenir un petit peu à 2024, on va dire 2025, parce qu'on est bien entamé, comment un annonceur y fait pour faire tout ça? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut lui conseiller, tu vois? On lui dit, il faut faire du contenu. Budget. Il faut faire des vidéos. Budget ou ressources. Je dis budget, mais ça peut être ressources. Des médias, bannières, etc. Des réseaux sociaux, être actif, etc. Comment, vous rencontrez quelqu'un, un prospect, il dit je veux lancer un business, je veux lancer mon site. Qu'est-ce que vous lui apportez comme reco en face? Alors moi j'irais dans la bonne réponse. Ça dépend. Mais là, ça dépasse du budget. Ça dépend du budget. Ça dépend du budget, ça dépend du business. Je pense qu'il y a des business où ils pourraient prioriser plus un aspect réseaux sociaux qu'un aspect SEO direct. Ok. C'est pas parce que nous on est là aussi pour conseiller en fait nos clients. Donc il y a des moments où on va être à leur dire oui, mais là si vous n'êtes pas là, ça sert à rien en fait ce qu'on fait. Est-ce que tu penses quand on fait un benchmark pour un client,
En fait, le benchmark ne s'arrête pas du rush, mais le benchmark, il va aller sur tous les leviers, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire du benchmark sur les réseaux, Insta, TikTok. Je pense qu'on va y venir. Tu vois. Même nos audits SEO devraient normalement s'adapter un peu au triptyque que j'ai mis en avant. Ouais. On devrait même commencer à intégrer ça justement. Alors ça va faire des audits qui vont faire 200 slides pour le coup. Donc ça va être sympa le rendu 8h30 séché au bout de la journée, mais complètement. Et pour revenir sur ton truc, ta question, moi souvent ce que je dis à mes clients, c'est que pour revenir au stack content, l'avantage du stack content, c'est si tu fais un format un peu vidéo reel, tu peux faire du short sur YouTube avec le même format, la même vidéo. Tu vas juste adapter. Tu peux faire du short, tu peux faire du reel Instagram, tu peux faire du TikTok. Donc avec un support, une vidéo, tu vas juste décliner, adapter, faire des légères adaptations. Tu es déjà sur 3 leviers, 3 canaux vidéo qui sont parmi les plus tendance. Visibles, les plus tendances. Et même du contenu, quoi. Du contenu rédactionnel. Ouais. Complètement. Donc déjà, tu vas lisser un petit peu tes coûts, en temps ou en ressources, et avoir déjà 3 types de médias qui vont te ramener de l'audience. C'est déjà génial. Ah oui, et puis ça dépend de ta cible aussi. Bien pour sûr. revenir à ton prospect qui se lance. Parce que on entend dire oui, ça y est, Google c'est fini, YouTube c'est fini, maintenant c'est TikTok, les jeunes sont sur TikTok. Oui, mais est-ce que ta cible, c'est les 16-20 ans? Ouais, et ça, je rebondis là-dessus, parce que ça, c'est l'aspect marketing, et dans l'aspect marketing, il y a le persona, buyer persona. Et ce que je m'aperçois aujourd'hui, c'est que, ok, on sent qu'il y a une retendance à aller vers le persona, ok, ça tout le monde est plus ou moins ok, sauf que quand tu veux travailler ton persona, tu passes pas 30 minutes sur ta fiche persona, tu passes pas 1 heure, c'est-à-dire qu'il faut que tu passes 4-6 heures pour connaître ton persona, ton cœur de cible. Et ça rajoute encore de la compétence, de l'analyse, du benchmark. Le benchmark, en fait, il est important. Et je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est vrai, tu vois. Tu vas pas aller sur du TikTok si tu vises les portes de douche pour personnes âgées, tu vois. C'est ça. Mais c'est hyper important, souvent négligé, sous-coté, sous-évalué. Après, moi, je pense que quand tu as un client que tu veux accompagner dans de la recommandation du conseil, le KPI principal, pour moi, c'est ambition. Oui. Quelle est l'ambition du client? Est-ce qu'il a percuté? Est-ce qu'il se donne les moyens d'arriver à ses ambitions ou pas? Ou il a sous-évalué, sous-coté, etc. Je pense que ça, c'est hyper important. Et le deuxième point, pour parler plus opérationnel, production. Comme l'a dit David tout à l'heure, c'est snack, récupération d'un contenu. On en fait un gros qu'on va découper et réutiliser à toutes les sauces. Audio, même audio, hein, les podcasts, tu as vu la puissance des podcasts aujourd'hui? Podcasts, vidéos, shorts, contenu rédactionnel, etc. Et je pense qu'une des réponses sur la ressource budget, c'est de mettre un stack d'automatisation dès le départ. Si tu rentres ton no-code du stack d'automatisation dans la production, tu réduis tes coûts 2 à 3, je pense, facile. Bah oui, parce que si on reprend ton idée, David, du Reels, du Short et du TikTok, bah si ça peut se publier tout seul, le temps gagné. C'est sur un certain coût. Ouais, exactement. Ouais, complètement. Donc tu vois un peu les sujets qu'on a abordés, en parlant juste du SEO en 2024. De la mort du SEO. De la mort du SEO. Il faudrait trouver un nouveau titre maintenant aux consultants SEO, je pense. C'est là-dessus que je voulais qu'on conclue. En fait, c'est est-ce que demain, le métier de consultant SEO, même consultant SEA, ce sera pas autre chose en fait, plus consultant web marketing, comme on disait. Ouais. Parce que, et sans être expert de tous les réseaux et tout ça, mais savoir être dans le conseil et dans l'accompagnement. Oui. Mais carrément. Moi, je pense que les métiers de consultant, comme on les connaît aujourd'hui,
sont en train d'évoluer. D'ailleurs, on le voit dans la sphère SEO, hein, l'IA est très important. Donc IA, prompt engineering, automatisation aussi. Hein, on voit aussi du make, du N8N, etc. Toi, nous, on en fait. Toi, tu fais pas mal de N8N. Moi, je suis plutôt sur make. Donc, tu as une approche qui est vraiment variée. C'est une sorte de couteau suisse. Mais c'est un couteau suisse qui doit être quand même, qui ne doit pas péter au moindre truc. Il faut qu'il soit déjà assez... bien aiguisé. Voilà. Alors, tu vas pas couper un arbre avec ton couteau suisse, mais il y en a qui l'ont fait. Mais je pense d'avoir cette capacité, encore une fois, de polycompétence te permet d'aborder un nouveau client, une nouvelle stratégie, d'une façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus taillée pour ses objectifs. Ouais, complètement. Ouais. Tu vois, j'ai un exemple cette semaine. La semaine dernière, j'ai un client qui a fait des super vidéos. Ils ont embauché un vidéaste. Je ne vais pas citer son nom, mais ils ont fait vraiment des super vidéos qui méritent clairement d'être vues. Mais elles sont extrêmement mal taguées. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu de SEO à faire sur YouTube. Il n'y a pas de vignette, tu vois. C'est comme je lui ai dit, hein, toujours bien de s'inspirer des gros youtubeurs qui existent. Les vignettes, ils y passent des heures, ils ont des graphistes qui travaillent dessus, c'est hyper important, un petit peu cette apport d'entrée. Des titres, voilà, à la fois, parce que, comme je l'ai expliqué, tu vois, les vidéos que tu as fait, si avec les bons titres, le bon SEO, elles vont tomber aussi sur les moteurs de recherche. Et il paraît qu'une vidéo qui ressort dans les moteurs de recherche, ça peut aller jusqu'à 30% du trafic de la vidéo. Donc, c'est pas anodin. Ouais. Okay. Et en plus de ça, tu vas occuper plus de place sur la SERP et tu vas pourquoi pas peut-être amener des prospects qui ne t'auraient pas trouvé via Google, via YouTube. Donc, tu vois, à contrario, tu as des clients qui ont mis des moyens en face, mais qui ne savent pas trop non plus comment les optimiser. Tu vois, vraiment tirer la quintessence de ces vidéos. Et tu vois, j'ai trouvé ça dommage. Donc, effectivement, ce n'est pas le truc que j'avais dans le scope au tout début. Mais effectivement, quand tu commences à élargir un petit peu, tu tombes sur ce genre de choses qui sont super intéressantes où tu te dis, mince, ils ont mis pas mal de budget sur la table et il est mal exploité. Ouais, il y a deux trucs que j'avais entendus sur... il y a plein de trucs, mais deux que j'ai bien retenus pour YouTube. C'est que les gros créateurs, ils ont au minimum 5 miniatures et 5 titres différents avant de lancer la vidéo. Et avant même de réfléchir au contenu de la vidéo, ils cherchent un titre. Ouais. C'est comme à l'école quand on nous expliquait qu'il fallait toujours rédiger la conclusion avant l'introduction. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je ne suis pas allé à l'école. Mais moi, on m'a toujours conseillé ça. Ma prof de français m'a toujours dit qu'il fallait toujours d'abord rédiger ta conclusion. Okay. Ensuite, tu rédiges le reste. D'accord. Ça rejoint le même truc. C'est-à-dire que tu as un objectif. Tu as un objectif clair et c'est ton objectif qui va... Tout le reste va découler. Quoi. Je pense que c'est un peu le même tu pars du bas et tu remontes. Quoi. Tu fais du reverse. Ça pourrait être l'objet d'un autre vidéocast orienté YouTube. Exactement. Parce que quand tu vas dans chaque branche qu'on a évoquée aujourd'hui, c'est une expertise quand même, si on va vraiment dans le fond. Tu parles de vidéo, comment garder la personne le plus longtemps possible, puisqu'on sait que ça rentre dans l'algo, comment être bien référencé, comment faire du script, des scripts vidéo, pour attirer, garder les gens. Il est où ton CTA dans ta vidéo? Ou est-ce que tu vas faire de l'acquisition à un moment donné avec ta vidéo, toi? Réponse, pas au début. Et puis il y a la peur aussi, un gros sujet, c'est souvent, c'est lié à ce que tu disais tout à l'heure. Une fois que tu as exposé un petit peu tous ces canaux, tu as un peu la peur de se dire, j'aurai jamais les ressources en interne, j'aurai jamais les moyens de tout faire. Ouais. Quels sont les différents degrés d'implication, tu vois, de production? Qu'est-ce que tu es, avec peu de moyens, peu de temps, capable de faire, tu vois, en termes de vidéo, en termes de podcast, avec un maximum de retombées derrière. Et je pense qu'il y a une peur derrière ça, qu'il faut peut-être aussi un peu démystifier un petit peu le fait que, par exemple, le montage, c'est ultra complexe. Je pense qu'il y a plein d'outils qui te permettent de faire des trucs miraculeux. Tu peux très bien, tu n'es pas obligé, par exemple, de te montrer sur une vidéo, tu n'es pas obligé de montrer ta tête. Tu peux faire une vidéo first person, où tu peux mettre une voix, ou une voix robotisée, ou une voix générée par une IA. On peut faire tellement de choses.
Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, ce sera un autre sujet intéressant parce que tu vois, Ouais. même faceless ou pas, apparemment, mettre ta tête, ça convertit plus, mais quand tu es une marque, c'est différent. C'est la marque que tu mets en avant. C'est ça. Donc, intéressant. Bah, c'est bien, on a le sujet du prochain. C'est ça. C'est parfait. Ouais. Il n'y a plus qu'à le travailler. Allez, c'est parti. Voilà, il faudra qu'on trouve un invité de marque. J'ai des noms. Eh ben, je propose qu'on se laisse là-dessus pour. Eh ben, aujourd'hui. super. Yes. Je pense qu'on a fait un gros tour. Ouais. En résumé, Carrément. le SEO est pas mort, il change et les consultants avec. Exactement. Pas mal. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et le métier aussi. Et le métier Ouais. aussi. Et le métier aussi.